Laurent, Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre ce matin par le quotidien Le Confrère de la matinée qui propose développement des cantines scolaires au Bénin. Laurent, Roland, Tonekes, quid des bonnes volontés disponibles. Oui, je crois que quand on regarde un peu ce que le gouvernement a fait, c'est vrai qu'il est normal d'espérer que ceux qui ont les moyens dans les localités aussi participent à cette initiative. En fait, les cantines scolaires, ce n'est pas que l'apanage du gouvernement. C'est en fait un travail commun qui devait consister à maintenir les enfants à l'école. Donc, des gens qui se retrouvent dans les communautés, que vous soyez maire ou que vous soyez député, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez agriculteur, producteur, vous pouvez participer. Pourquoi ne pas donner peut-être un sac de maïs, un sac de riz, un sac d'haricots, pourquoi pas. Donc, je crois qu'en la matière, il faut espérer que les bonnes volontés se penchent sur cette initiative du gouvernement qui est à encourager. Avec le confrère de la matinée toujours, on peut lire ce matin, Laurent Roland Tonekes, ressources minières, le Bénin lance l'assaut au trésor du sous-sol. Selon le ministre Samou Adombi, le Bénin ira méthodiquement et avec sérénité. Oui, c'est vrai que le Bénin, on ne peut pas comprendre que le Bénin soit au milieu, en tout cas, entre le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo, et ne pas disposer d'un certain nombre de richesses du sous-sol. On entend vanter que nous avons le pétrole à ses mains, et quel pétrole a été retrouvé dans une bouteille de sérum par le passé. Après, on nous a appris au collège que nous avons le fer à Lumbu-Lumbu, l'or à Perma, et que voilà un certain nombre de choses qu'on nous a vendues. Mais au fond, est-ce que véritablement on a exploré nos sous-sols pour savoir si nous avons véritablement ces ressources de sous-sol en quantité, histoire de faire du Bénin aussi une puissance économique. Donc, autant aller à la recherche, à l'assaut de ces ressources, vérifier si véritablement nous disposons encore d'une quantité assez importante pour l'exploitation. Alors, je sais que ces derniers jours, on nous apprend que l'uranium aurait été découvert du côté du Nord Bénin. Il y a aussi une pierre précieuse, en tout cas une ressource assez précieuse qui a été retrouvée, lithium, je crois, quelque chose comme ça, qui aurait été retrouvé du côté du Nord Bénin également. Et ce qui justifierait d'ailleurs, même si on fait une liaison avec l'acharnement de l'autre force qui à tout prix veut s'installer dans le Nord Bénin en installant sa base militaire. Quand on fait rapidement le lien, on n'est pas peut-être étonné de savoir que peut-être qu'il y a bien des richesses là à exploiter. Et donc, l'un dans l'autre, il faut travailler à voir. Je crois que dans certaines régions, quand on dit qu'il y a le fer à Lumbu-Lumbu, je ne pense pas qu'il y ait le fer à Lumbu-Lumbu seul. Parce que quand vous regardez le relief dans certaines régions, notamment au Bénin méridional, vous voyez un certain nombre de choses. Et pour les informations que moi j'ai, en tout cas quand regardé, je me demande s'il n'y a pas le fait dans d'autres localités également. Donc aujourd'hui, c'est plus que jamais le moment de vérifier tout ça et de faire un inventaire de ce dont nous disposons et de réfléchir sur l'exploitation. Notamment le pétrole qu'on nous a dit que nous avons depuis des années du côté de Sémékraké, au milieu de la mer, nous a-t-on dit. Il est temps maintenant qu'on fasse l'inventaire et pour voir aussi dans d'autres régions si nous n'avons pas aussi le pétrole. Quand on regarde nos berges lagunaires, quand on regarde la qualité, en tout cas, certaines choses, je vois que les spécialistes en la matière ont déjà certainement fait des études et les gens continuent d'explorer, en tout cas les différentes régions, pour voir ce dont nous disposons. Et cela participe d'une gouvernance, d'une bonne gouvernance, parce qu'il faut faire l'inventaire, s'asseoir, faire le point et maintenant savoir comment exploiter ces ressources plutôt que d'attendre que des gens passent derrière, ça arrive à découvrir que nous avons ces ressources-là et deviennent des problèmes pour notre pays. C'est vrai aussi que malheureusement, quand on découvre, qui dit découvrir ces ressources, c'est déjà le lit déjà à une certaine instabilité, à une certaine division entre les acteurs politiques et du coup entre
les citoyens, parce qu'on sait ce que le pétrole peut engendrer comme conflit dans d'autres pays, ce que l'or du Mali a engendré comme problème au Mali, hein, notamment avec ce qu'on a pu voir avec les djihadistes. Et donc, quand on va au Togo, quand on va en Libye, on sait que la Libye, le pétrole de la Libye qui a permis à Kadhafi d'asseoir une économie assez stable et de développer son pays à l'instar, à l'image des pays du Golfe, c'est notamment les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et d'autres. On a pu comprendre que le véritable problème du Kadhafi, c'est d'avoir les moyens de subvenir aux besoins de ses concitoyens et de ne pas tendre la main aux forces étrangères. Et donc, du coup, cette force dont il disposait était comme une menace pour ces forces ces puissances qui, finalement, ont réussi à le liquider. Donc, l'un dans l'autre, c'est bien d'avoir ces ressources, mais il va falloir savoir comment sécuriser nos pays. Il va falloir savoir quels dirigeants nous aurons, parce que ça aussi amène cet intelligence à ne pas partir. Quand je prends le Gabon, Bongo n'a pas voulu partir, a laissé le pouvoir à Ali Bongo. Quand je prends le Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso ne veut pas partir. Quand je prends Congo-Kinshasa, Kabila, la clique de Laurent Désiré Kabila, son fils et Mobutu, un certain nombre de choses. Et quand je laisse ça, je viens à côté de nous ici, le Togo avec le phosphate. Il y a cette ressource-là dont dispose le Togo. Donc, il y a quand même cette crainte-là, voilà, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, donc quand vous allez au Mali, ce qui a créé le coup d'État, c'est parce qu'à un moment donné, les ressources, notamment l'or, avec ce qu'on en sait, c'est que ça n'arrangeait pas. Et quand vous prenez ce qui est avancé par les putschistes, c'est entre autres c'est surtout la question sécuritaire. La question sécuritaire, mais ils ont posé le problème de gouvernance aussi. Et donc quand vous allez au Niger à côté, c'est le véritable problème qui était à la base du coup d'État Niger, les gens l'ont dit, c'est le pétrole nigérien. C'est un certain nombre de ressources, la gestion des ressources. Donc l'un dans l'autre, parce que c'est bien de découvrir ces ressources, mais c'est aussi d'avoir des dirigeants qui ont envie de quitter les choses plutôt que de s'accrocher au pouvoir et continuer à contrôler ces ressources. Oui, alors, une interrogation rapidement sur le sujet. Est-ce qu'on n'a pas là l'impression de revivre une situation déjà qu'on a connue par le passé, sous le régime Yahi notamment, où avec un certain ministre, justement, ces mêmes propos avaient été tenus. Oui, le Bénin a envie d'explorer son sous-sol, de découvrir. Et justement, le ministre donc, du sous-sol de l'époque avait tenu ce genre de discours. Oui, il a tenu ce genre de discours. J'ai envie de dire, peut-être 7 ans ou 10 ans après, pratiquement, on en est encore à tenir le même discours. Oui, il faut l'avouer qu'entre les deux régimes, il y a une différence. La différence, c'est que l'autre régime, peut-être le chef avait la volonté, mais l'entourage peut-être n'accompagne pas nécessairement. C'est vrai que c'est à eux de venir nous dire encore, puis on les connaît très, très bien, ils viendront dire que ce n'est pas eux, que c'est le même Boni Yahi qui leur mettait les bâtons dans les roues, qui n'ont pas venu pourtant réussi à atteindre les objectifs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on se réjouit de ce que la grande partie, notamment ceux dont vous parlez, se retrouvent du côté de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Et donc, si réellement ils avaient la volonté, c'est plus que jamais le moment de le faire. Voilà. C'est plus que jamais le moment de le faire. Toujours est-il qu'on nous a envoyé, il y a, je crois, cette entreprise Petrobras, il y avait une entreprise brésilienne et qui avait été même, qui par la suite a été sujette en tout cas à un scandale, vous vous rappelez très bien. Donc, l'un dans l'autre, je ne sais pas qui sont ces experts qui seront commis pour explorer le sous-sol. Une chose est de découvrir, mais une chose est de savoir que quand on vient à la fin du délai que le peuple béninois vous donne, vous devez partir. Il faut partir, et laisser quelqu'un d'autre venir gérer. Il ne sert à rien de dire nous voulons explorer, après dire bon écoutez, puisque nous avons exploré, attendons, on va gérer pendant 5 ans et asseoir les bases. Nous n'y sommes pas encore, Laurent Roland Tonenquès. Un mot de sport, mais c'est ce qui arrive. Un mot de sport avec le confrère de la matinée. Que se passe-t-il au niveau de la Fédération béninoise de pétanque? Le président, ils sont chargés de communication qui ont été suspendus par la commission, je pense, africaine de sport, confédération, je pense, africaine de sport boule. Le président de la confédération africaine de sport boule, Idrissou Ibrahima, en fait, on le connaît, assez rigoureux, assez ferme. Bouillant. Oui, très bouillant. Quand vous le côtoyez, vous savez qui il est. Donc,
c'est quelqu'un qui ne pardonne pas certaines erreurs. De toute façon, dans l'organisation, dans tout ce que vous faites, même quand il a organisé les conférences de presse et que vous allez à cette conférence de presse, que même journaliste, vous faites l'erreur de venir en retard. D'abord, on vous bloque ou après il demande qu'on fasse rentrer. Mais devant tout le monde, il vous descend, il vous dit clairement qu'il n'est pas d'accord. Et si par mégarde, vous avez peut-être posé un acte par le passé dont il était informé et qui était un acte peu orthodoxe, il n'hésite pas à vous descendre devant tout le monde. Et donc, quand on est avec un tel personnage, on doit faire très attention. Donc, je lis dans le communiqué de suspension ou dans le message de suspension que le président aurait été suspendu pour légèreté, un certain nombre de choses. Le confrère de la matinée parle ce matin de laxisme, de désinvolture, de négligence lors de la 50e édition donc, des championnats du monde de pétanque au Bénin. Justement, et donc c'est ce qu'on reproche au président et au chargé de communication, notre confrère suisse Métoli, on lui reproche le fait d'aller de saisir, en tout cas d'envoyer des correspondances à la Fédération mondiale sans, je crois, l'aval. sans associer la Confédération africaine du sport. Donc, il y a des erreurs qui leur reprochent. Et connaissant l'honorable Ibrahima Idrissou, ça ne surprend pas. C'était à eux de faire très attention pour ne pas tomber dans ce piège ou dans cette erreur. Bon, maintenant qu'ils sont suspendus, parce qu'on parle de 3 ans de suspension pour 3 ans, et la décision est ferme, il est interdit à tous les autres membres de collaborer avec les suspendus. D'accord. Oui. La fédération, elle va alors évoluer son président, c'est ça? Oui, mais je crois qu'ils doivent aller, normalement, ils doivent aller à une assemblée générale extraordinaire, mais je crois que, tel que j'ai lu le communiqué, c'est qu'au cas où il n'y aurait pas assemblée générale extraordinaire, c'est que la fédération fonctionne comme ça jusqu'à la prochaine assemblée générale. De toute façon, les tests doivent être clairs. Il doit y avoir un vice-président. Un vice-président peut-être pour assurer l'intérim. Qui assurer l'intérim. Donc, voilà. Continuons par parler sport, Laurent Roland Toniniquet, avec le pays émergent. Cette fois, on parle de football notamment. Match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine, Maroc 2024. Les Léopards dames à Cotonou confiantes, les Amazones condamnées. Le ministre François Kaboulou, aux Léopards dames, désormais, vous toucherez les mêmes primes que les hommes. Oui, quand on regarde un peu ces éliminatoires, vous savez, on a pu voir des pays qui ont battu les autres à 7-0, 7-1. Donc, déjà avant même que le Bénin ne participe à ces éliminatoires, on avait une crainte parce que la manière dont les Guépards ont été sélectionnés, les préparations, les gens voulaient à Ouzérou Abdoulaye, l'ancien international béninois. Et finalement, il a pu faire ce qu'il pouvait avec les moyens de bord. Et puis, ils ont été, c'est vrai que battus au Congo 2-1, on s'attendait, certainement beaucoup ne s'attendaient pas à ce score. On s'attendait à ce que les Guépards soient laminés, mais fort heureusement, c'est 2-1. C'est vrai que c'est un échec au finish. C'est une défaite. Maintenant, ils sont à Cotonou, les filles sont à Cotonou, et c'est le match retour. Donc, il va falloir que le peuple les pousse vraiment. Et quand on voit la promesse du ministre congolais, en tout cas des sports du Congo, qui dit aux filles qu'elles toucheront les mêmes primes que les hommes. C'est un élément de motivation supplémentaire qui peut les amener à se surpasser. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous croyons vraiment au football féminin ou bien nous continuons à tâtonner, à dire, bon, nous y allons peut-être juste pour la participation. Donc, il va falloir que les gouvernants ici aussi prennent à bras le corps cette situation. On a pu voir celle qui est maintenant en charge, on parlera paix à l'âme de celle qui était en charge du football féminin. Aujourd'hui, c'est l'honorable Chantal Haï qui fait membre de la Fédération béninoise de football qui gère le football féminin. Et je la connais assez perspicace, assez dynamique et femme de rigueur. Et donc, je crois qu'à ce niveau, elle fera les bonnes propositions à la Fédération béninoise de football, notamment au ministère des Sports, pour que les filles soient davantage prises en compte et que ce n'est pas à la veille des éliminatoires qu'on aille chercher les filles chaque fois, sachant que nous n'avons pas de préparation. Elles ont certainement quelque part lavé l'honneur du Bénin en ne subissant pas une défaite large de 7 buts à 0, 6-0, 4-0 ou 3-0. 2-1, c'est une défaite au-delà de tout. Mais quand on regarde la préparation comparée à d'autres pays, il faut au moins féliciter les filles et les encourager
à aller au-delà de ce qu'elles ont fait et de nous avoir, pourquoi pas, une victoire de 3-1 ou 3-0 ou 2-0 qui pourrait leur permettre de passer au tour suivant. Restons avec le pays émergent. Laurent Roland, Tony-Caisse, nouvelle opération de déguerpissement au Bénin. Les femmes des marchés de Cotonou furieuses contre le président Talon. Selon elles, c'est un chef qui ne respecte pas sa parole. Les maires de certaines villes et des préfets dans l'œil du cyclone. Oui, c'est possible que les femmes réagissent comme ça. Parce que je prends deux exemples simples. Je prends le marché de Ménotin qui a été construit. Depuis, le marché n'est pas encore occupé par les dames. Les dames sont obligées de rester au bord de la voie là pour vendre un peu partout, pour vendre. Donc, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et donc, dans le même temps, le gouvernement qui n'a pas encore ouvert, rendu fonctionnel les marchés, envoie ses préfets, ses maires, déguerpir les dames. Donc, les dames qui n'ont pas de marché, parce que les marchés, il y en a en tout cas plusieurs qui sont déjà construits à Cotonou, mais je ne sais pas ce qui bloque l'installation des femmes dans ce marché. Et les femmes cherchent des occupations de fortune, en tout cas des places de fortune pour s'installer et vendre ce qu'elles ont l'habitude de vendre. Mais dans le même temps, l'autorité communale ou préfectorale vient les casser. Alors finalement, où est-ce qu'elles iront? Et donc dans cette situation, c'est bien normal qu'elle en veuille au chef de l'État, au président de la République, au point de penser qu'il ne respecte pas sa parole. Parce que dans la construction de ces marchés, il y avait un délai qui avait été fixé. Il y avait des promesses qui avaient été faites à ces femmes, il y avait des engagements qui avaient été pris par le pouvoir central, lesquels engagements ou promesses ne sont peut-être pas notamment nécessairement encore tenus aujourd'hui, même si les marchés sont construits. On nous a annoncé la création d'une agence qui doit gérer les marchés. On a même nommé, je crois, les membres du conseil d'administration il y a quelques jours, et bien évidemment des ministres et des autorités, des cadres du Bénin. Qu'est-ce qui bloque maintenant finalement l'installation de ces femmes dans les marchés? On ne comprend pas. Et dans ces conditions, quand les femmes vont s'asseoir au bord de la voie, au niveau d'un carrefour pour vendre, on ira les casser. Ça, je pense qu'il y a une sorte d'injustice dans tout ce qui se fait. Il va falloir que les autorités préfectorales et les autorités communales s'asseyent et maintenant fassent un point à l'autorité ministérielle qui, en son tour, devra en parler en conseil des ministres pour qu'on puisse trouver au plus vite une solution pour ces dames-là, plutôt que de les laisser dans la nature et après commencer par les casser encore. En tout cas, sur le sujet Dynamisme Info a titré ce matin déguerpissement des abords des voies, le Bénin jaloux de ses espaces publics. Et ça peut se comprendre aussi, Laurent Roland. Oui, ça peut se comprendre, je l'ai dit, oui, c'est bien de libérer les espaces publics. Personne ne devrait être contre la libération des espaces publics. Mais quand on finit de libérer, de dégager les gens, qu'est-ce que nous en faisons? C'est le véritable problème. La question, nous déguerpissons, nous cassons les dames. À quelle fin? À quelle fin? Parce qu'on l'a fait par le passé. On nous a dit qu'on va aménager en tout cas, tous ces espaces, les abords de nos voies, que ce serait beau. On dirait qu'on circulerait peut-être sur les Champs-Élysées pour un peu abuser. Oui, selon les propos de certains Béninois. Maintenant, on a cassé par le passé, on a laissé de la broussaille. Il n'y a pas un endroit où ils avaient cassé, c'est devenu des forêts en plein cœur de la ville de Cotonou, à Bon-Éclavi. Mieux qu'était l'avènement de la société de gestion de salubrité. Je crois que ces espaces seraient changés de reptiles sur une chose. Au moins, ces agents de la société de gestion maintenant travaillent à nettoyer ces espaces. Mais il faut aménager des choses pour rendre vraiment beaux ces espaces. Autrement, je ne comprends pas pourquoi on est pressé de déguerpir ou de casser. Retour, Laurent Roland, Tony-Caisse sur l'incendie survenu le week-end dernier dans un entrepôt de carburant à Sémé-Craqué. Le grand jury nous informe ce matin qu'un petit garçon de 5 ans a été retrouvé vivant sous un corps brûlé. Et sur le même sujet, Dynamisme Info parle par contre de 54 000 points de vente de Bayor recensés, l'autre indicateur du manque d'emploi au Bénin.
Oui, l'enfant qui aurait été retrouvé sous un corps brûlé, je n'ai pas l'information, c'est le journal qui nous informe ce matin. C'est vrai que dans toute situation, il y a toujours des miracles. Des miraculés. On se rappelle encore du cas de Dassa Voilà, avec cette dame et son enfant, je pense. Voilà, il y a toujours des miraculés, et donc je crois qu'en la matière, c'est bien possible. Je n'ai pas vu les images, je n'ai pas l'information. Donc, c'est bien normal que... Parce que Dieu est un sondage, mais au-delà de tout, il y a toujours quelque chose qui se passe pour montrer qu'il y a Dieu qui existe. Donc, voilà. Maintenant, pour le cas comment vous appelez? Alors, Dynamisme Info parle de 54 000 points de vente. Je ne sais pas si... Parce qu'il y a un recensement lancé par le gouvernement qui est censé être achevé d'ici demain. Alors, je ne sais pas si c'est 54 000, justement, s'il s'agit ici des 54 000 personnes qui exerceraient donc dans le secteur de la vente du carburant qu'il s'agit, ou si Dynamisme Info a déjà les chiffres qui ne sont normalement pas encore disponibles. Alors, le gouvernement a lancé le recensement des entrepôts. Des entrepôts. Maintenant, Dynamisme Info nous parle de 54 000 points de vente. Et quand on dit un point de vente, ce n'est pas nécessairement un entrepôt. Voilà, ce n'est pas un entrepôt. C'est pas un entrepôt, voilà. Puis c'est pas forcément 54 000 une personne. Voilà, mais attention, là aussi, 54 000 points de vente ne veut pas dire que c'est une seule personne par point de vente. Il y a des points de vente, vous pouvez avoir 2, 3 personnes qui travaillent. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de machines. Et parfois même plus. Et parfois même plus, c'est vrai. Et donc, pour vous dire que quoi... quand il parle d'indicateurs de manque d'emploi, manque d'emploi. Oui, parce qu'on a tout fait de nous avancer les chiffres pour dire que le taux de chômage au Bénin est de tel pourcent et tel pourcent. C'est vrai qu'on a peut-être comptabilisé ces personnes. Oui, parce qu'on vous parlera de sous-emploi. À la limite. Voilà. À la limite, on vous parlera de sous-emploi. De toute façon, vous savez. Parce qu'elle travaille quand même. Vous savez, il est bon parfois de maquiller les chiffres, mais la vérité finit toujours par sortir. Mais non, pourquoi parlez-vous de maquillage? Non, je ne dis pas. Non, il s'agit de critères. Laissez-moi finir. Ici, il ne s'agit aucunement de maquillage. Laissez-moi finir. Ce qui est sûr. En fait, je vous vois venir. je vous vois venir. Non, mais c'est pourquoi j'anticipe. C'est comme si vous lisez dans ma pensée. Mais oui, je vous vois venir. Non, au fond, quand on nous sort les chiffres parfois, et quand les gens critiquent, les gens dénoncent pour dire, on dit non, ben, ils sont opposants, ils sont contre tout ça là. Mais parfois, il y a des aléas, des situations qui font que, malheureusement, même qui ont avancé les chiffres, qui sont vantés de ces chiffres-là, sont obligés de donner encore ces chiffres-là, et maintenant de trouver d'autres arguments pour nous convaincre. Enfin, je comprends que vous parlez de sous-emploi. Oui. Donc, c'est déjà heureux. Il ne s'agit pas, et je pense qu'on a mené le débat plusieurs fois, il ne faut pas confondre sous-emploi et chômage. Ce qui est sûr. Ce sont deux choses différentes. Ce qui est sûr, aujourd'hui, si par exemple on arrête l'activité, donc au moins 54 personnes sont au chômage. 54 000 personnes. Oui, minimum. Minimum. Un minimum. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un peu tous les points de vente qui ont le produit pour vendre. Quand vous regardez un peu dans la ville, il y a des points de vente qui ne fonctionnent plus. Donc, regardez le nombre de personnes qui sont au chômage. Donc, c'est pour vous dire que, oui, sur les chiffres, il y a vraiment matière à réfléchir et à refaire les analyses pour nous sortir chaque fois les chiffres sur le taux de chômage. Sur le même sujet, présence sur les lieux du drame de Semekrake Yahi dans sa proactivité humaniste, attitré Dynamisme Info, quand le quotidien Le Matinal parle de descente opportuniste de Yahi. Alors, je voudrais faire remarquer que Boni Yahi, c'est quelqu'un qui veut toujours être en train de bouger. Donc, que vous le vouliez ou pas, Boni Yahi continuera à bouger. Contre bon gré, mal gré, il sera là toujours à bouger. Alors, et quand on regarde un peu la situation des catastrophes au plan mondial et dans certaines situations, il est arrivé de voir le président de la République se déplacer pour aller sur ces sites, même au-delà de la descente des autorités, des ministres, parfois. Ce que nous n'avons peut-être pas l'habitude de voir avec notre président. Et donc, peut-être Patrick Boni Yahi, sauf sur ce terrain en réalité. En fait, je considère que la nature aurait du vide. C'est vrai qu'on me dira que les ministres sont partis et que le président que nous avons aujourd'hui veut fonctionner. Et comme on l'a dit, que le fétiche qui sort tout le temps ne fait plus peur aux enfants. Et par conséquent, il préfère rester dans son couvent pour être le vaudou naro qu'on doit vénérer. Mais je crois sincèrement qu'à un moment donné, on a besoin
de voir notre chef de l'État descendre sur des terrains où il y a des catastrophes, où il y a des drames. C'est-à-dire que ce n'est pas la constitution du Bénin ne lui fait pas obligation de s'y rendre. Non. Mais parfois, ça montre le côté humaniste de l'homme. Et ça amène les gens à davantage croire en lui. Ça le rapproche du peuple, en fait. Voilà, ça le rapproche du peuple. Donc, quand nous avons un chef de l'État qui dit, écoutez, mais je ne suis pas tenu d'aller là-bas, mes ministres sont déjà partis, et qu'un Boni Yahi, assez bouillant, qui veut toujours profiter des occasions. Et donc opportuniste. Écoutez, vous pouvez lui dire... Et donc opportuniste. Vous pouvez lui dire opportuniste, tout ce que vous voulez, mais le monsieur, en réalité, profite des occasions pour se faire son image. Et vous regardez, vous avez suivi les images. Comment la manière dont il a été célébré, c'est que ça aurait été... J'aurais aimé que ce soit Patrice Talon, président qui soit apprécié, la population applaudit de cette manière. Maintenant, s'il ne le fait pas et que Boni Yahi trouve l'occasion de s'y rendre, personne ne peut l'empêcher de se rendre là-bas. Donc, que ce soit opportuniste ou pas, écoutez, lâchons les baskets à Boni Yahi, il est citoyen béninois. Et d'ailleurs, on n'a jamais interdit à quelqu'un d'aller à Sémékrake pour aller témoigner sa compassion aux victimes ou aux familles des victimes. Donc, moi, si je me lève maintenant pour dire je vais aller à Sémékrake, on ne me dira pas que je suis opportuniste. Boni Yahi reste et demeure, après son mandat, un citoyen béninois qui peut se rendre à Sémékrake quand il veut, qui peut se rendre à Dassa, sur le site du drame de Dassa, autant qu'il veut. Il peut aller même pleurer. C'est un citoyen béninois qui manifeste sa compassion à l'endroit de ses compatriotes. Lâchons-lui les baskets. Faisons ce que nous avons à faire. Le gouvernement a pris les mesures pour prendre en charge. Le Bénin a pris les mesures pour prendre en charge les victimes. C'est déjà une bonne chose à encourager. Il faut féliciter et encourager. Et saluer les réactions aussi. La proactivité du gouvernement en la matière, il faut s'en féliciter et les encourager. Maintenant, on n'empêchera pas les autres citoyens de se rendre sur le drame pour manifester leur compassion. Si en réalité ça dérange les gens du pouvoir en place, qu'ils estiment que Patrice Boni Yahi est dans mais qui vous dit que ça dérange le pouvoir en place? C'est un quotidien qui a écrit. Le quotidien. Il ne s'agit pas de déclaration d'homme politique. Le quotidien qu'il a écrit. De la mouvance présidentielle, Laurent Roland-Anthony, c'est un journaliste qui l'a écrit. Le quotidien qu'il a écrit. Seriez-vous en train de nous dire que le journaliste est alors à la solde de... je ne dis pas. de la mouvance présidentielle. Non, mais là, on raisonne. Ne me faites pas dire ce que on raisonne, Laurent. Ce que je veux dire, je veux faire remarquer, le journal qui a écrit ça a une ligne éditoriale. Et vous le connaissez mieux que moi. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Ah, d'accord. On va finir par... On est ici tous les matins. Quand vous prenez les journaux que vous lisez, vous connaissez tous leur ligne éditoriale. Vous les connaissez. On va finir par le grand jury, Laurent, si vous le permettez. On parle politique, d'ailleurs, ici. Aussi, pour ceinturer d'emblée le tronçon Togba-Rouedo et Révier pour 2026. La haute direction de l'UPR dépose Noël Kofi Rougnet au bureau politique. Non, je crois que aujourd'hui, quand on parle de relève, notamment concernant la jeunesse, il y a des gens qui se font remarquer. Et ce monsieur Noël Kofi Rougnet, que je connais, je crois qu'il est un jeune assez discret, mais dynamique et assez efficace. Et donc, quand on regarde son parcours politique, il a été d'ailleurs élu lors des dernières élections communales. Et puis, compte tenu d'un certain nombre de situations, parce qu'il y avait une disposition du code électoral qui interdisait à tout personnel du conseil communal d'être élu. Et donc, il a dû céder sa place pour ne plus être conseiller communal. Et donc, voilà, et il a été élu à Rouedo avec feu Liamedi Khouini Travaux, l'ancien maire de la Bourgogne-Clavi. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les prouesses ou bien la manière dont ce jeune est aimé dans l'arrondissement de Rouedo, et notamment en Togba, c'est un jeune assez aimé dans la localité. Et donc l'amener au bureau politique, je crois que c'est lui donner davantage de caution pour qu'il continue à haranguer la foule, à mobiliser les citoyens dans la localité pour... C'est tellement une victoire prochaine de l'Union progressiste de Rouedo. 2026, justement. Donc, toutes les formations doivent aujourd'hui réfléchir. Tous ceux qui aspirent à avoir le pouvoir en 2026 doivent pouvoir réfléchir pour voir quels sont les piliers essentiels à déplacer, qui sont les véritables personnes qui ont le potentiel de mobilisation des troupes pour une victoire dans les localités. Quand on regardait la dernière élection, les résultats que ce jeune a pu avoir avec les Amélie Khouini Travaux dans Togba, c'est à saluer. Et donc, j'estime fondamentalement qu'il va falloir, parce que quand vous regardez la dernière, les élections communales de 2013, si je ne m'abuse,
René de Dravaux a été élu de justesse, paix à son âme, a été élu de justesse, et l'autre qui avait été élu chef de l'ancien style à Loreto, Benjamin, pardon, pas Benjamin, il s'appelle, le nom de famille c'est Agon, son prénom m'échappe, a été élu également, donc de deux formations différentes. Mais avec le duo René de Dravaux et Noël, c'est que les deux ont été élus. C'est vrai qu'on dira, oui, on a aussi des choses à dire sur la participation, mais toujours est-il que les deux ont été élus pour la même formation politique. Donc c'est une avancée. C'est bien de faire confiance aux jeunes aujourd'hui, vivement que pour les prochaines élections, cette promotion au sein du parti se poursuivre. Non, non, pas pour se poursuivre, mais ait des résultats probants. Donne des résultats probants. Restons dans la commune d'Abomey-Calavi pour finir très rapidement. Laurent Roland, ton inquiète. Et on parle de la nomination notamment de Malfric Dieklouno à la mairie d'Abomey-Calavi comme chargé de mission justement du maire Arwandinou, le grand jury, qui estime que justement cette nomination vient alors que un faux débat existerait voilà, entre Aïza et Fond. Nos amis de la commune d'Abomey-Calavi doivent comprendre que Abomey-Calavi est désormais ou plus que jamais une ville cosmopolite. Et donc, il n'y a plus de débat de Aïza ou de Fond ou de Bariba ou de Dendi. Et donc, s'ils sont là, autochtones de Calavi, depuis des années, qui ne réussissent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'électorat, c'est fortement représenté, en tout cas composé de personnes qui ne sont pas originaires de Calavi. Donc la ville devient de plus en plus ville cosmopolite comme à Cotonou. Mais toujours est-il qu'au niveau de certains arrondissements, c'est des Aïzors qui sont chefs d'arrondissement. Donc ce débat de nomination Aïzor au fond, c'est un débat qui ne tient pas. D'ailleurs, c'est comme ça que l'ethnocentrisme naît et c'est un problème pour la société. Écoutez, quiconque a les compétences d'être nommé par un maire sera nommé, qu'il soit Aïzor Fond, Bariba, Dacha ou Foufoufoudé, je ne sais quoi, doit être nommé. Donc, ce débat, on doit le dépasser. On est une fois pour de bon. Une fois pour de bon. Au passage, on dit félicitations à notre confrère, Malfric Dieklouno, qui a été nommé chef chargé de mission. Vivement que le débat Aïza Fond ne prenne pas le dessus, qu'il fasse bien son travail et qu'il ne le fasse pas comme les anciens chargés de mission qui malheureusement se sont retrouvés en prison avec Bada. C'est tout le mal qu'on pourrait lui souhaiter. En parlant de 2026, justement, la Sénat est à pied d'œuvre par rapport à l'organisation, l'inventaire du matériel électoral qui est d'ailleurs au cœur d'un atelier. On en reparlera très certainement. On poursuit Matin des de ce jour. Merci à vous, Laurent Roland.